Merci. Nous en venons à la discussion générale commune. La parole est à Monsieur Philippe Vigier pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure pour avis, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le 10 avril 2013, François Hollande annonçait à la télévision que le gouvernement allait prochainement déposer au Parlement un projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et un projet de loi organique relatif au procureur de la République financier. Et il ajoutait « Je veux que l'ensemble de ces dispositions puissent être mises en œuvre dans les meilleurs délais ». 8 mois plus tard, vous l'avez souligné l'un et l'autre, et après 2 examens difficiles à l'Assemblée nationale, ces 2 projets de loi sont toujours, on peut dire, un peu embourbés dans les navettes parlementaires. Mais surtout, les désaccords, d'ailleurs la garde des Sceaux a bien insisté là-dessus, et les divisions au sein de votre propre majorité ont affaibli, à nos yeux, la portée de ces 2 projets de loi qui ne sont aujourd'hui que l'ombre des engagements pris par François Hollande. La lutte contre la corruption, mes chers collègues, et la lutte contre la fraude fiscale est pourtant vitale pour préserver l'autorité de l'État et garantir l'égalité de nos concitoyens et de nos concitoyennes devant l'impôt. Et je dois témoigner de la volonté des 2 rapporteurs, et ils viennent de le dire encore à l'instant, que c'était une part du chemin qui avait été accomplie et qu'il fallait aller plus loin. L'ensemble des responsables politiques sur tous ces bancs partagent ce combat qui se nourrit traditionnellement du consensus républicain et quelque part qui a été bréché dans les méandres de votre majorité. Alors vous aviez parlé à l'époque de la faillite d'un seul homme pour ne pas avoir à rendre compte de la faillite de la gauche morale. Vous avez voulu confisquer cette République exemplaire et laver plus blanc que blanc pour faire oublier que cette gauche morale, dans l'esprit de beaucoup de nos compatriotes, vous y avez tourné le dos. Vous qui moquiez la propension du précédent gouvernement à légiférer dans l'urgence, vous êtes distingué par votre impréparation et votre précipitation, comme en témoigne la lettre rectificative utilisée pour créer un procureur de la République financier que le Conseil d'État avait tant décrié. Le couperet tombe, ces 2 projets de loi ne convainquent ni vos alliés, ni vos opposants au Sénat, qui, dans sa sagesse, viennent nous faire subir un nouveau camouflet. Les raisons de ces échecs sont simples. La création du procureur de la République financier, enterrée 2 fois par le Sénat, constituait un risque de déstabilisation pour notre justice. Face à une délinquance économique et financière multiforme, sans cesse en mutation, imbriquant fraude fiscale, criminalité organisée, la réponse apportée par notre justice ne peut pas et ne doit pas être la division et l'éparpillement des autorités chargées des enquêtes et de la poursuite. La réponse apportée à la fraude fiscale multiforme ne doit pas simplement être une usine à gaz et la justice doit être, à nos yeux, réactive, la dispersion étant, chacun le sait, la pire des solutions. Pourtant, c'est un coup dur que l'on porte à l'unicité du parquet, Madame la garde des Sceaux, et à la cohérence de notre organisation judiciaire, avec la création de ce procureur auquel vous attribuez une compétence nationale. Les magistrats, d'ailleurs, disent un peu la même chose que moi. Une compétence nationale floue, susceptible, d'ailleurs, d'entrer en conflit ou de concurrencer les compétences des autres parquets financiers, puisqu'une compétence nationale placée sous l'autorité du procureur général de Paris. J'ajoute que vos déclarations quant à sa supposée indépendance ne sont que des vœux pieux. La nomination d'un procureur de la République financier ne présente pas plus de garantie d'indépendance que la nomination de n'importe quel autre procureur. Il est d'ailleurs vexant pour notre Assemblée de devoir débattre une 3e fois de ces dispositions, alors même, Madame la garde des Sceaux, que vous annonciez que vous lanciez une grande consultation pour une réforme judiciaire d'envergure pour une justice du XXIe siècle. Le groupe UDI ne jouera pas avec vous aux apprentis sorciers et s'opposera une nouvelle fois à la création de ces procureurs financiers. Nous appelons de nos vœux une réforme ambitieuse de la justice qui permette d'en finir avec l'addition des lois de circonstance que vous aviez tant dénoncées en son temps, qui se révèlent insuffisantes, voire improductives, avant même qu'elles n'aient été adoptées. Pour autant, nous sommes aussi convaincus, et vous le savez, que notre justice doit être mieux armée pour faire face et mener une guerre sans merci à ces nouvelles formes de délinquance. Nous avons toujours soutenu, en première lecture et en 2e lecture, n'est-ce pas, Madame la rapporteure, ce projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale. Et nous le ferons ce soir. Et la grande délinquance économique, parce que c'est une exigence. Nous sommes conscients des faiblesses de ce projet de loi.
Mais on ne fermera pas la porte. Nous, on ne fera pas comme quand vous étiez dans l'opposition ou lorsqu'il y avait quelques avancées, certes insuffisantes. Rappelez-vous, on avait doté une police fiscale avec un certain nombre de pouvoirs judiciaires. Mais là, non. Comme c'était la majorité, il fallait surtout ne pas l'aider. Nous disons que face à un tel enjeu, nous devons aller plus loin. Et d'ailleurs, Yann Gallu a insisté, et il a bien fait de le faire, lorsqu'on voit ces carrousels à la TVA et toutes ces fraudes sur lesquelles il faudra avancer. Ce sont encore combien de milliards qui échappent. Monsieur le ministre, je sais que vous êtes très attentif sur les recettes fiscales de notre pays et vous savez très bien que ces fraudes, carrousel à TVA, il faut absolument lutter. Le groupe UDI soutient le renforcement du régime répressif de la fraude fiscale et des capacités de contrôle de l'administration fiscale. L'extension du champ de compétences de la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale au blanchiment des fraudes fiscales ou à la création de circonstances aggravantes pour les fraudes fiscales les plus graves prévues par ce projet de loi. Les débats parlementaires ont même permis, je tiens à le souligner, des avancées, comme la création du statut du repenti, ça a été dit tout à l'heure, cher à Yann Gallu, et adopté à l'initiative de la rapporteure pour avis Sandrine Massier, ou le renversement de la charge de la preuve en matière de blanchiment. Nous considérons en revanche que vous commettez une erreur, je le répète pour la dernière fois, Monsieur le ministre, erreur majeure et manifeste, en refusant de nous écouter sur ce que nous appelons le verrou de Bercy. D'ailleurs, je crois que Yann Gallu en a parlé ainsi. Il faut rappeler simplement, mes chers collègues, que les fraudes fiscales majeures ne peuvent être poursuivies d'office par le procureur de la République, qui doit attendre que l'administration fiscale ait déposé plainte afin de déclencher l'action publique. Peut-être la garde des Sceaux a-t-elle un regret dans son sourire. Cette emprise de l'administration sur les fraudes fiscales entre en totale contradiction avec les objectifs de transparence et d'indépendance de la justice que nous avons tous en partage. Nous le savons, ces transactions donnent le sentiment à nos concitoyens et à nos concitoyennes que les puissants ne dépendent pas de la justice de droit commun. Et ils ont le sentiment que nous ne sommes pas toujours égaux devant la loi. Et ce sentiment, mes chers collègues, il faut qu'on en soit tous conscients sur ces bancs, nourrit la défiance des Françaises et des Français vis-à-vis des institutions et fragilise le pacte républicain, personne ne pouvant passer entre les mailles du filet. Telle est la conviction que nous portons. Et nous pensons donc qu'il est indispensable que le procureur financier soit informé dès le moment où il y a des fraudes fiscales de grande envergure, que des procédures transactionnelles sont en cours et qu'il puisse également les valider au-delà du pouvoir normal et discrétionnaire du ministre et du rôle de la commission des infractions fiscales. Je crois savoir d'ailleurs que le rapporteur n'y est pas particulièrement opposé sur ce point, et d'ailleurs nos collègues sénateurs auraient peut-être dû entendre la sagesse sénatoriale. Ils ont agi puisqu'ils ont adopté en commission, puis alors pas n'importe quel amendement, proposé par le rapporteur socialiste, comme ce n'était pas rien, c'est une responsabilité importante, et cet amendement prévoyait d'atteindre cet objectif. Notre collègue Henri Emmanuelli n'est pas là ce soir, mais je me souviens très bien de son intervention. En commission, avait soulevé ce problème lors de l'examen du texte et souhaitait que celui-ci permette de lutter contre la propension de notre administration, c'est vrai qu'il l'a dirigée à une époque, à reculer devant les contentieux fiscaux les plus importants et à leur préférer les transactions. Il avait formulé une proposition très simple, que je reprends ici à mon compte. Pourquoi ne pas instituer un montant à partir duquel nous pourrions transmettre au procureur les transactions après avis de la Commission? Le blocage du gouvernement sur ce point nous paraît incompréhensible et vous muselez l'arsenal que nous mettons en place tous ensemble et dont j'ai souligné les avantages. La fraude qui représente, ça a été dit tout à l'heure, un manque à gagner de 60-80 milliards d'euros. C'est 1 000 € par Français. Eh bien, je crois que doit être combattu avec la plus grande des fermetés, surtout dans ces moments les plus difficiles. La République exemplaire, promise maintes fois par le Président de la République, ne doit pas simplement être un slogan de campagne. C'est une exigence absolue pour nous tous pour protéger notre démocratie. La République exemplaire doit appartenir enfin aux Françaises et aux Français. Pour cela, cette ambition doit se nourrir de l'apport de toutes les forces républicaines qui la représentent. Je déplore enfin, mes chers collègues, que le gouvernement ait insuffisamment écouté le groupe d'Union des démocrates et indépendants, vous l'avez bien compris, sur ce problème du procureur financier. J'espère encore et veux croire que vous saurez faire les gestes nécessaires pour que ce projet de loi puisse recueillir, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, l'assentiment de toute la représentation nationale. Il en va, me semble-t-il, de notre démocratie.